Bienvenue à la quatrième édition d'Euroquestions. Aujourd'hui, nous accueillons notre conseiller migration, Jérôme Vignon, qui évoquera la proposition d'un nouveau pacte pour les migrations formulé par la Commission européenne. Il abordera ensuite les perspectives futures que cette proposition peut ouvrir. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à l'aide de l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Jérôme Vignon se fera un plaisir d'y répondre dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Je laisse la parole à Jérôme Vignon pour sa présentation. Bonjour, merci de participer à cette partie de questions-réponses autour du nouveau pacte sur l'asile et les migrations que la Commission européenne a mis sur la table du Conseil des ministres du Conseil européen le 23 septembre dernier. Ce texte est extrêmement attendu puisqu'il avait été promis par Madame von der Leyen comme un élément stratégique de son quinquennat, si j'ose dire, est arrivé tard. Il a fallu attendre qu'on soit sûr que le Conseil européen s'accorde sur les perspectives budgétaires, sur la relance, la nouvelle génération, de ne plus avoir de soucis majeurs de l'ordre interne pour qu'on se risque, parce que c'est un texte qui fait peur, dans lesquels les États membres sont particulièrement divisés, à le mettre effectivement sur la table. Je ne vais pas revenir sur le contenu de cet ensemble de documents. Il y a près d'une dizaine de propositions, de réglementations, même de directives. Le tout fait près de 1000 pages. Je voudrais surtout insister sur la philosophie. Qu'est-ce que ce nouveau pacte, en quoi est-il nouveau? Qu'est-ce qu'il apporte par rapport à ce qui existait? Et puis, sur ce qu'on peut en espérer pour le futur, puisque les négociations ont commencé de s'engager sous présidence allemande et qu'elles risquent d'être longues, vont poursuivre sous présidence portugaise, peut-être même atteindront-elles ultérieurement en 2022 la présidence française. Alors, quelle est la philosophie? Comment est-ce que la Commission entend surmonter le blocage autour du fameux règlement de Dublin? Actuellement, c'est Dublin 2013 qui s'applique et qui voit s'opposer trois visions inconciliables, a priori, entre les États de première entrée qui souhaitent une solidarité inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il soit obligatoire de partager avec eux la charge, entre guillemets, de l'instruction des demandes d'asile. Des États, je dirais des États centraux, parmi lesquels l'Allemagne, la France, la Belgique et un certain nombre d'autres, qui sont des anciens États de l'Union européenne, mais pas en première ligne, et qui sont prêts à une certaine solidarité conditionnelle et conditionnelle à la responsabilité des États de première ligne à effectuer correctement, entre guillemets, les opérations de contrôle, d'identification, voire de retour. Puis un troisième groupe de pays qui ne veut en aucun cas être astreint à une tâche de solidarité, à participer à l'instruction et à l'accueil des demandeurs d'asile et qui préconise simplement le retour ou plus précisément le fait d'éviter que les demandeurs d'asile n'atteignent le territoire européen. Alors, ça, c'était le blocage auquel la commission Juncker s'est longtemps heurtée. La nouvelle commission, avec ce pacte, entend surmonter ce blocage en donnant des satisfactions à tous les États membres, des satisfactions partielles, en essayant de les maintenir tous autour de la table, autour des arguments suivants. À ceux qui demandent de la responsabilité, c'est-à-dire les États centraux, on va proposer une rationalisation et un resserrement très rigoureux des procédures d'identification et de premier accueil, de première entrée. En pratique, ça veut dire que serait mis en place, ça c'est quelque chose de nouveau, un test de recevabilité, c'est-à-dire il est proposé par la Commission qu'à l'entrée, la première identification permette de séparer parmi les demandeurs d'asile ceux qui ont de bonnes chances de recevoir la protection et ceux qui, au contraire, viennent de pays ou d'origine dans lesquels la probabilité de recevoir la protection sera inférieure à 20%. Je ne vais pas dans le détail, mais ce test de recevabilité permettrait ensuite d'orienter vers une procédure accélérée d'instruction de l'asile qui, éventuellement, pourrait déboucher sur un retour qui a plus de chances, selon la Commission, de s'opérer lorsque les demandeurs sont arrivés depuis peu de temps. À ceux qui demandent une solidarité obligatoire, la Commission va effectivement proposer, dans son ensemble de propositions, une solidarité obligatoire, mais flexible.
C'est-à-dire que la manière de s'acquitter de la solidarité, c'est-à-dire de partager avec les pays de première entrée la charge de l'instruction de l'asile, il va y avoir trois possibilités, soit ce qu'on appelle la relocalisation, c'est effectivement ce qu'on a proposé jusqu'à maintenant. Un pays comme la France prend en charge, à mesure d'un certain quota destiné a priori, une partie des personnes identifiées comme demandeurs d'asile légitimes à l'entrée en Grèce ou en Italie, relocalisation. Ou bien encore, et ça c'est complètement nouveau, on pourra s'acquitter de la solidarité en parrainant le retour, c'est-à-dire en prenant en charge toutes les démarches pouvant conduire au retour de personnes qui auront été considérées comme n'étant pas éligibles à une protection. Donc ça, c'est particulièrement destiné aux pays de Visegrad qui se refusent à toute relocalisation, mais qui ont toujours préconisé des retours plus efficaces. Eh bien, on va leur dire, vous voulez que les retours soient plus efficaces, eh bien, vous pouvez manifester votre solidarité avec la Grèce ou l'Espagne ou l'Italie en prenant en charge, à votre charge, des retours. Puis une troisième manière, ce sera d'appuyer administrativement les pays de première entrée. Donc, le second argument pour surmonter les difficultés, c'est la flexibilité dans une solidarité par ailleurs obligatoire. Et puis, le troisième argument, mais il est poussé beaucoup moins par la Commission, ce sera d'organiser beaucoup plus systématiquement le cadre de la réinstallation, c'est-à-dire cette construction de voies sûres pour une immigration légale destinée à des personnes reconnues comme demandeurs d'asile et même réfugiés, et il aura à leur proposer de se réinstaller depuis le pays extérieur à l'Union où elles sont temporairement installées vers un pays de l'Union européenne. Donc, voilà la philosophie de la Commission. Premièrement, essayer de rassurer les États membres sur le fait que le flux d'immigrants irréguliers et susceptibles d'être accueillis pour l'asile va être réduit par des conditions de premier accueil très resserrées, beaucoup plus strictes, dans des super hotspots en quelque sorte, où les procédures seront nettement accélérées grâce à Frontex qui prendra toute sa mesure, grâce aussi au Bureau européen de l'asile qui va devenir une véritable agence, et ensuite alléger, rendre plus facile l'exercice de la solidarité en proposant une palette de manières d'y contribuer, dans laquelle même les États réticents à toute relocalisation pourraient trouver quelque chose de compatible avec leurs convictions. Alors, c'est cet ensemble que je résume à très grands traits, dont maintenant je voudrais supputer ce qu'il peut nous apporter pour le futur et quelles sont aussi ses très grandes faiblesses. Dans ce paquet très complexe de la Commission, il y a des éléments qui sont relativement vraiment nouveaux et qui me semblent devoir vraiment améliorer le cadre général du pilotage et des migrations et de l'asile. Je pense d'abord à la gouvernance. Dans toutes ces propositions, la Commission propose de décider elle-même s'il y a une situation de crise, s'il y a une pression, et d'être en position d'arbitrage dans les conflits de répartition de la responsabilité, alors que jusqu'à maintenant, le système européen de l'asile ne comporte pratiquement pas de gouvernance, il est laissé à la décision majoritaire, voire à l'unanimité de la décision du Conseil des ministres. Il y a l'instauration d'un régime de crise. L'Union européenne n'avait pas de régime de crise, la directive sur l'accueil temporaire n'a jamais été d'application, et là, cette fois-ci, la Commission fait des propositions qui sont tout à fait sensées d'établir un mécanisme d'accueil temporaire en situation de crise et également de s'organiser préventivement pour les anticiper, pour les organiser. Il y a enfin un cadre plus conséquent pour la réinstallation, un cadre qui devrait être à terme pouvoir constituer un régime permanent d'accueil des réfugiés à partir des pays tiers où ils se trouvent. Ça, ce sont des nervures qui seraient des améliorations sensibles, mais elles sont bien cachées derrière des faiblesses évidentes de la philosophie de la Commission. Et la principale faiblesse, me semble-t-il, et c'est ce qui ressort de toutes nos
délibérations avec d'autres lieux de réflexion, mais aussi, c'est ce qui ressort des débats au Conseil des ministres, c'est la prédominance de la stratégie, une stratégie qui est basée sur le succès des retours. La Commission va nommer un haut responsable pour les retours, elle va créer un réseau pour faciliter les retours, mais tout le monde sait bien, actuellement, le taux de succès dans les retours, c'est de l'ordre de 20%, plus de 70% de ceux qui ne sont pas éligibles à une protection restent néanmoins dans les pays de l'Union européenne. Donc, ces retours sont très difficiles et on a des doutes sur le fait que des pays qui n'ont eu aucune expérience, comme les pays de Visegrad, de l'organisation des retours, puissent y contribuer de manière simple. Or, les retours, c'est une pièce maîtresse. Si les retours ne réussissent pas, eh bien, des événements comme ceux de Noria se poursuivront. Et s'ils ne réussissent pas, les pays de Visegrad ne voudront pas non plus entrer dans un processus qui risque de devenir l'équivalent d'une relocalisation pour eux, puisqu'un pays qui prend en charge un retour, selon la proposition de la Commission, si ce retour n'aboutit pas, eh bien, il doit prendre en charge le demandeur d'asile ou la personne concernée. Donc, le point vulnérable, ce sont les retours. Tout le monde reconnaît que c'est le point faible de la proposition de la Commission. Et c'est un point faible puisque l'expérience aussi, c'est que pour qu'une politique de retour fonctionne, il faut la bonne volonté des États d'origine ou d'États de transit. Il faut qu'il y ait avec eux une situation de confiance. Ce qui n'est pas le cas, la proposition de la Commission est relativement faible dans tout ce qui est coopération avec les États tiers, qu'il s'agisse d'États de transit ou d'États d'origine. Elle continue de manier à leur égard une certaine forme de contrainte en liant la politique des visas avec la bonne volonté des États d'origine ou des États de transit. Donc, on voit qu'en définitive, le chaînon vraiment manquant de l'ensemble du dispositif de la Commission, c'est une politique d'immigration légale qui serait en fait l'argument constructif majeur sur lequel construire un partenariat gagnant-gagnant avec les pays d'origine, avec les pays de transit, en leur offrant une autre porte de sortie que celle de simplement contribuer à leur développement. Car on sait que le développement des États d'origine et des États de transit comporte la nécessité de pouvoir voir la mobilité de leurs ressortissants, c'est-à-dire de pratiquer une forme d'émigration. Donc, il reste dans ce puzzle assez laborieux de la Commission, mais qui a le mérite d'exister, il reste une très grande inconnue, quelque chose sur lequel il faut construire, qui est une politique d'immigration légale, en bonne et due forme, qui serait commune à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Voilà, je pense, dit à très grands traits, un résumé de ce qu'on peut attendre, mais de ce qui reste très problématique dans l'approche initiale de la Commission. On est sur un point de départ, mais il faudra l'enrichir, l'étoffer. C'est ce que nous suggérons d'ailleurs dans le décryptage qui a été publié par notre Europe et par la Fondation d'Egmont. Présentation. Je vais commencer directement par moi-même poser une question. Vous avez beaucoup parlé, vous avez terminé votre intervention en évoquant la question de l'immigration légale. Oui. À quoi pourrait ressembler cette immigration légale européenne? Bien, il suffirait de prolonger un peu ce que la Commission esquisse avec son forum de la solidarité. Et elle prévoit une enceinte dans laquelle tous les États membres seront représentés, dans laquelle chaque année, ils font le point sur leurs projets en matière d'immigration légale, mais aussi en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Mais ce point est surtout destiné à calibrer a priori la participation des États membres au mécanisme de solidarité vis-à-vis des demandeurs d'asile. Il n'est pas utilisé pour anticiper ce que pourrait être une politique commune d'immigration légale. Je crois qu'il faudrait faire ce pas et être capable, en tant qu'Union européenne, d'exprimer à l'égard des États tiers nos besoins, à la fois en termes de main-d'œuvre qualifiée et de main-d'œuvre non qualifiée,
de manière à ce que puisse se développer parmi les États tiers dont les ressortissants sont candidats à venir dans l'Union européenne, une forme de réponse organisée, ce que j'ai appelé moi des bourses de travail qui sera à la fois nationale et européenne et qui permettrait de lancer, comme le fait le Canada, des appels à participation qui permettraient de sélectionner effectivement d'une manière transparente des candidats à l'émigration vers l'Europe. Et ceci se ferait, je dirais, dans le cadre des partenariats que nous avons par ailleurs, comme ceux que nous avons en matière de développement et de commerce. Mais il manque vraiment un volet qui offre une possibilité pour les ressortissants d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine de savoir à quelles conditions ils peuvent rentrer légalement dans l'Union européenne pour y travailler. Pour l'instant, il n'y a rien qui est affiché par l'Union européenne dans cette matière. Alors, il y a un cadre qui permettait de le faire, je vais m'arrêter parce que je suis long, c'est celui du pacte de Marrakech sur l'immigration de travail et qui définit ce que pourrait être un partenariat multilatéral entre des pays d'accueil et des pays d'émigration, et avec des responsabilités partagées de part et d'autre. Je crois que ce cadre-là, il existe. Il faut simplement surmonter actuellement le fait que l'immigration légale est une compétence exclusive des États membres. Il faudrait que de manière volontaire, par une forme de coopération organisée, ils acceptent que l'Union européenne organise la conjonction des propositions d'immigration légale des différents États membres pour qu'il y ait une figure européenne opposable justement dans les négociations internationales comme celle de Cotonou. Seconde série de questions fait assez débat. Un auditeur nous demande: parrainer un retour, n'est-ce pas une conception bien cynique de la solidarité sur la question migratoire? Et une auditrice écrit: la question de la solidarité n'est-elle pas définie d'une manière un peu détournée? Nous parlions de solidarité dans l'accueil il y a quelques années, alors que maintenant la solidarité est évoquée pour le retour. Oui. Oui, je suis d'accord avec ce terme de cynisme que cette participante a utilisé. Parler comme le fait la Commission européenne, de parrainer des retours donne l'impression que les migrants qui sont essentiellement à la recherche d'un meilleur sort, qui fuient la misère et qui recherchent un travail, mais néanmoins ne sont pas éligibles pour la protection, sont des fraudeurs. Et qu'il convient de les remettre dans le droit chemin et de les aider à retrouver la vraie route, celle de leur pays d'origine. Je pense que, en fait, il y a un vrai souci actuellement. On ne peut pas rentrer dans l'Union européenne pour y travailler autrement que d'une façon illégale, en essayant de se faire passer pour un demandeur d'asile. Et dans ces conditions, le retour sera quelque chose de forcé. Donc, on peut pas, la notion de parrainage ne s'applique pas à des retours qui, dans bien des cas, seront des retours forcés. Alors, on peut essayer d'atténuer cette dimension de contrainte en travaillant avec l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, qui est spécialisée dans l'accompagnement des retours, mais qui insiste beaucoup sur le fait que pour réussir les retours, il faut qu'ils soient volontaires. Donc, il y aura c'est ça le cœur de la question, c'est que les retours seront le plus souvent des retours forcés, qui seront un constat d'échec de la part de ceux qui le subiront, aussi longtemps qu'on n'aura pas proposé aux candidats au départ à travailler en Europe une véritable voie, leur donner une vraie chance. Si cette vraie chance existe, alors ceux qui voudront continuer d'immigrer illégalement auront vraiment ils auront contrevenus à la loi européenne. Mais tant qu'on ne leur a pas loyalement proposé une manière d'entrée qui est légale, il me semble que la notion de retour et de retour volontaire restera très limitée. On sera devant des retours forcés et qui très souvent échouent, puisqu'ils n'ont non seulement pas l'accord de la personne concernée, mais ils n'ont pas non plus souvent celui du pays d'origine. Il y a la notion de retour est très ambiguë. Le plus souvent, ils sont contraires à la volonté des personnes concernées.
Question suivante a à voir avec les négociations entre États membres. Un auditeur demande, pensez-vous que les pays du groupe de Visegrad auront une position constructive dans les futures négociations? Alors, et c'est vraiment une question ouverte. Ils sont pris au mot de leur conviction. Ils ont toujours insisté sur la faiblesse chronique de l'Union européenne en matière de retour. Et là, la Commission dit, eh bien, si vous avez de bonnes idées pour le retour, nous sommes prêts à vous aider en mettant à votre disposition des moyens, en mettant à votre disposition un réseau, toute la diplomatie européenne, et ce sera une manière de vous acquitter de votre responsabilité dans la gestion de l'immigration et en particulier des déboutés du droit d'asile en quelque sorte. Alors, les pays de Visegrad peuvent être sensibles à ce discours dans la mesure où ce n'est pas toujours bon d'être constamment en situation d'opposition minoritaire. À la limite, si les pays Visegrad, en estimant que ce qu'il aurait proposé à travers le retour est un piège, puisqu'ils n'y parviendraient pas, même s'ils se portaient candidats pour, entre guillemets, parrainer des retours, ça échouerait et ils auront en définitive, à ce moment-là, si au bout je crois que c'est au bout de 8 mois, le retour n'a pas eu lieu, eh bien, la personne qu'ils étaient censés parrainer, ils doivent la rapatrier chez eux et ça devient un migrant relocalisé. Si donc ils se méfient de cette proposition et qu'ils continuent de s'organiser en front de refus, les autres États membres risquent de considérer qu'il y a là un bloc minoritaire, mais qui fait obstacle à la gestion de la question si difficile de l'asile. Et par conséquent, il y a le risque de venir sur une situation de coopération renforcée. Si une majorité qualifiée se forme sur la proposition de la Commission et qu'une minorité dont les pays des Visegrad feraient partie se constitue contre cette majorité qualifiée et que par ailleurs les problèmes manifestes, graves, tels que ceux de Noria, mais maintenant on voit aussi à Calais, enfin, il y a des problèmes lourds qui sont en train de se poser pour les pays de première entrée. Si ces problèmes persistent, alors là, il est possible qu'il y ait une fracture dont les pays de Visegrad ne seraient pas bénéficiaires. Il n'est pas bon d'être dans un tel contexte constamment minoritaire. Et qui dit fracture dit risque qu'un noyau dur des pays de l'Union estime qu'ils doivent maintenant régler entre eux la question de l'asile et finalement de la libre circulation, puisque le règlement du Dublin n'est que l'envers du protocole de Schengen. Il y a ce règlement de répartition de la charge des demandeurs d'asile que parce qu'il est nécessaire pour organiser la libre circulation. À terme, la menace d'un Schengen à deux vitesses, qui a été souvent avancée, pas tellement, enfin beaucoup par la France, mais un peu par l'Italie, mais pas par l'Allemagne, cette menace pourrait se préciser. Or, les pays de Visegrad sont quand même demandeurs de la libre circulation. Donc, ils peuvent continuer de s'opposer, mais jusqu'à un certain point, parce que la gravité de la situation d'asile est telle pour les pays de première entrée et pour les pays centraux que la laisser irrésolue, avec ce que ça suppose comme désordre, en fait, l'un des principaux désordres, c'est que nous avons près de 50% des personnes rentrées illégalement dans l'Union européenne aujourd'hui qui y restent définitivement. C'est un désordre considérable. Hein. 70%, comment j'arrive à ce 50%? Il y a 30% seulement des personnes qui sont rentrées illégalement qui obtiennent une protection, et sur les 70% restants, il n'y en a que 30% qui sont déboutés, qui sont retournés. Donc, on a l'immigration irrégulière est devenue le moyen normal de rentrer dans l'Union européenne. Ça, c'est un désordre colossal d'un point de vue politique et d'un point de vue aussi social. Donc, ce désordre ne sera pas tolérable, à mon avis. Et donc, s'opposer à un règlement
solidariste de la question de l'asile et de l'immigration, c'est prendre le risque d'une fraction, tellement les enjeux sont graves en réalité. Et je ne pense pas, enfin, je pense que ça peut faire réfléchir et peut même créer une scission à l'intérieur des pays de Visegrad. Pardon pour cette réponse un peu longue. Aucun problème, merci beaucoup. Un autre participant pose la question de l'Agence européenne pour l'asile. Donc, que Oui. pensez-vous de la création d'une agence européenne pour l'asile? Sera-t-elle vraiment utile? Et peut-être avec, on peut aussi y ajouter la question de avec quels moyens? Oui, alors je pense que déjà le fait de passer du statut de simple bureau à un statut d'agence est quelque chose d'important, parce que ça suppose beaucoup plus de moyens, un budget plus important et des ressources humaines propres. Actuellement, le Bureau européen de l'asile ne fonctionne qu'avec des prêts, des détachements des États membres, et c'est surtout un lieu de formation et c'est déjà très bien, d'apprentissage à se connaître mutuellement entre les différentes administrations responsables de l'asile en Europe. Mais ce bureau, avec ses moyens relativement limités et qui sert surtout à former les responsables des ministères de l'Intérieur des différents États membres, n'est pas vraiment en situation d'aider, notamment d'aider les pays de première entrée à mettre en œuvre correctement ce qui va être des règlements. Des règlements, c'est plus contraignant que des directives qui concernent la réception, la qualification et la mise en œuvre de cette, par exemple, de cette procédure de vérification d'éligibilité. Donc, oui, je pense que le passage au rang d'agence est quelque chose d'important dans la mesure où ça peut aider les pays de première entrée, s'il y a suffisamment de monde dans l'agence, à s'acquitter correctement, pour eux comme pour les demandeurs d'asile, de leurs obligations en matière de codification, d'inscription, de vérification d'identité, obligations sanitaires, et puis la gestion qui ne peut pas être laissée à Frontex. Frontex, c'est une agence c'est les gardes-côtes, hein, mais la gestion de ces centres de premier accueil, de ces lieux de recevabilité, ça nécessite un personnel extrêmement compétent et, à mon avis, qui devrait être un personnel européen. Et l'agence est le premier pas vers une européanisation véritable des fonctions d'asile. L'agence a aussi un grand rôle dans la définition d'une doctrine commune sur ce qui concerne la dangerosité, la qualification des pays d'origine. Si on veut vraiment que les procédures d'instruction de l'asile soient homogènes, il faut qu'on ait une opinion commune et convergente sur les dangers que courent les demandeurs d'asile originaires d'Afghanistan, de Guinée, enfin de différents États qui sont en grande difficulté. Si nous n'avons pas la même vue, la même opinion, eh bien nous aurons des grandes divergences dans les taux d'acceptation d'asile. Le rôle de l'agence sera, je pense, d'aider à la convergence de la qualité des procédures et des taux de recevabilité. Mais il faut qu'elle ait des moyens. La première chose, c'est qu'elle ait un statut et qu'elle ait un budget qui puisse être voté par le Parlement européen. Merci beaucoup. Malheureusement, l'heure tourne. On a peut-être le temps pour une toute dernière question. On a une série de 3-4 questions qui sont tombées sur la question de la crise, de la gestion de crise. Donc là, je vais peut-être vous en poser deux d'un coup. Le système de quotas aura-t-il toujours lieu en cas de crise dans toute l'Union européenne ou seulement dans les États volontaires en cas de coopération renforcée? Et l'autre question, c'est en attendant, que va-t-il se passer pour les migrants présents en Grèce et en Italie? N'y a-t-il pas de plan d'urgence prévu pour eux? Alors, ce sont deux questions tout à fait justes. Le paquet de la Commission, et c'est un de ses aspects positifs, est vraiment précis sur ce qu'ils appellent situation de crise ou de force majeure. C'est précis en ce sens que c'est la Commission qui va décider de qualifier la situation comme étant critique ou force majeure et posant un problème grave, non seulement au système de l'asile des États concernés, mais à l'ensemble du système de l'asile européen.
Et se met alors en place, la Commission le précise, une procédure d'organisation de la solidarité qui est plus contraignante que dans le cas habituel. Elle est plus contraignante en ce sens que non seulement tous les États membres doivent y participer, mais ils n'ont que deux possibilités, soit la relocalisation, soit le retour. Donc, ils ne peuvent pas s'échapper par la troisième voie qui est celle de l'assistance administrative. Et c'est la Commission qui, sur la base de son évaluation des capacités de chaque État membre, va affecter à chacun un quota, soit pour la relocalisation, soit pour le retour. Donc, il est prévu qu'en cas de crise, la gouvernance de la solidarité soit plus contraignante et régie par les procédures de la comitologie, c'est-à-dire qu'avec la possibilité pour la Commission de conduire les États devant la Cour de justice s'ils n'accomplissent pas leurs obligations. Donc, il y a quelque chose qui se tient sur un plan juridique en cas de crise. Et les protections, je crois que j'en dis un mot, correspondant, sont des protections qui ressemblent à la protection subsidiaire. Vous savez qu'il y a deux régimes de protection. Il y a la protection au sens de la Convention de Genève, puis il y a la protection subsidiaire qui est un peu moins étendue dans le temps, mais qui correspond justement à une situation de crise temporaire. Puis, vous aviez posé une deuxième question, mais vous pouvez me la rappeler, la seconde? Sur la question de la gestion de la situation pour les migrants en Italie et en Grèce Ah oui, actuellement. pardon. Alors, en particulier, on pense… la situation italienne, elle est devenue maintenant un peu moins critique, même nettement moins critique, notamment parce que ce qu'on appelle le flux méditerranéen central en provenance de la Libye s'est énormément réduit. Donc, aujourd'hui, les situations vraiment critiques, c'est essentiellement la Grèce. Et là, effectivement, elle est tragique. La Commission a proposé d'établir à l'île de Lesbos, pour le camp de Doria, qui était tristement célèbre, un projet pilote, c'est-à-dire de mettre déjà en place un processus qui anticipe sur sa proposition. C'est-à-dire qu'il y aurait effectivement des moyens bien plus importants que ceux que déploie actuellement les autorités grecques pour pouvoir procéder rapidement. Actuellement, il faut parfois 2 ans pour avoir un rendez-vous à Lesbos auprès des autorités grecques pour l'examen d'une demande d'asile. Et là, il y aurait donc des moyens beaucoup plus importants qui seraient mis à disposition au titre de cette agence européenne de l'asile par anticipation, mais aussi au titre de Frontex, puisque ce seraient des camps sans doute fermés, on ne pourrait pas sortir de ces camps. Et les États membres seraient invités, mais sur une base volontaire, puisque les règlements de la Commission ne sont pas encore adoptés, à se prononcer pour soit la relocalisation, soit le retour, soit l'aide administrative. Donc, à Lesbos, il y aura un pilote, ça s'appelle comme ça, qui va être un premier test de la faisabilité des propositions de la Commission. Alors ça, tout le monde attend ça avec une certaine anxiété parce que la situation est très urgente et ça va être aussi une mise à l'épreuve de la volonté, je dirais, du noyau central des États membres qui comprend les pays de seconde entrée, sauf Visegrad, mais aussi les pays de première ligne, à véritablement expérimenter en faveur d'une situation critique une solution plus solidariste. Et pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de ce projet pilote. On sait qu'il va devoir nécessiter des financements exceptionnels, mais je dirais que c'est le premier test pour la Commission de validation de ces idées. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour votre présentation et d'avoir pris le temps de répondre aux questions de nos auditeurs. Donc, avant de clore ce webinaire, je voudrais vous rappeler la publication de Jérôme Vignon, publiée en collaboration avec le Egmont Institute, Nouveau pacte pour la migration, une proposition équilibrée à approfondir. Nous vous l'enverrons dans la foulée de ce webinaire. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette Euroquestion, dont l'enregistrement restera disponible sur YouTube et sur le site de l'Institut Jacques Delors. Les informations d'inscription pour le prochain Euroquestion, qui se déroulera courant novembre, seront bientôt disponibles en ligne. Bon après-midi à tous et merci beaucoup.